Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 19 novembre et depuis lundi, l'emploi des personnes handicapées est au cœur d'une semaine nationale. Ce matin, un job dating était organisé au parc d'activités de la Jaille à Bémao. L'occasion pour ces demandeurs d'emploi d'avoir accès à des offres, mais aussi se renseigner sur les offres de formation. Patrick Curie et Esmeralda Grel ont suivi ce matin les démarches de Marie-France, leur reportage. Marie-France, 47 ans, demandeur d'emploi et atteinte de plusieurs pathologies handicapantes, est venue aujourd'hui au job dating afin de profiter de stands d'information. Une manifestation regroupant plus de 15 entreprises et plus de 40 offres d'emploi à pourvoir. Étant donné que, comme 80% des travailleurs handicapés, j'ai un handicap invisible, alors ce qui fait en premier abord, les gens ne demandent pas si je suis handicapé ou pas. C'est par la suite, vu pour adapter mon poste, je leur dis que je suis travailleur handicapé et quelles sont mes pathologies et pourquoi j'ai besoin d'un repose-pied ou bien d'une chaise adaptée, d'un fauteuil adapté, tout ça. À la recherche d'un emploi en CDD, Marie-France s'oriente sur des missions en intérim dans le domaine de l'administration. Je cherche une entreprise qui pourrait m'accueillir pour un CDD en particulier. Je vous montre mon CV, le cadre de secrétaire comptable. Et en 2012, j'ai travaillé comme assistante de direction dans une association, ce qui fait que j'étais très polyvalente. Et en 2015, j'ai été secrétaire polyvalente. À terme, Marie-France envisage de monter sa propre entreprise d'assistante administrative. Jean-Luc Lubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de l'emploi et de la formation professionnelle au MEDEF. Alors qu'appelle-t-on tout d'abord un travailleur handicapé ? Un travailleur handicapé, c'est quelqu'un qui a quelques difficultés à s'adapter sur un poste normalement. Comme dit la dame, 80% des personnes handicapées ne savent pas qu'elles le sont. Donc en fait, voilà, c'est une situation particulière. Et en fait, on est handicapé par rapport à un métier, le métier dans lequel on exerce. On parle d'handicap physique, d'handicap il est peut-être de toutes sortes, mais en tous les cas, l'handicap tel qu'on l'entend dans le milieu professionnel, il s'entend d'après le poste qu'on occupe. Alors, quelle est la situation des travailleurs handicapés en Guadeloupe ? Alors, du point de vue des entreprises, on est parti sur une situation qui n'est pas très bonne. Depuis quelques années, les entreprises ont fait un effort considérable. C'est vrai que la pénalité a joué un rôle là-dessus, mais également l'engagement citoyen. On a à peu près 1800 personnes aujourd'hui embauchées, 300 entreprises qui sont assujetties. Il existe encore une marge de manœuvre puisqu'on situe à peu près là où l'obligation oblige à recruter environ 6% de salariés handicapés. On est aujourd'hui à environ 2,5%. Pour tout type d'entreprise, les petites entreprises comme les... Alors, les entreprises qui sont assujetties, ce sont celles qui ont plus de 20 salariés. Donc 6%. Donc, ces entreprises-là, donc environ 300 à peu près, la cible est d'environ 300 en Guadeloupe. Ces entreprises-là, aujourd'hui, grosso modo, recrutent environ 2,5% de salariés handicapés par rapport à leur masse globale. Est-ce que selon vous, cette loi est adaptée ou il y a encore des efforts à faire ? Alors, la question n'est pas tant de la loi, la question se pose sur une réalité de terrain. Premièrement, le niveau de qualification aujourd'hui des personnes handicapées, 80% d'entre elles ont un niveau 5, c'est-à-dire un niveau CAP-BEP. Moins de 4% font des études supérieures. Donc les entreprises qui souhaitent s'engager dans cette démarche-là sont confrontées à deux écueils. Première difficulté, c'est celui de la compétence. Deuxième difficulté, c'est celle de l'immédiateté, c'est-à-dire la disponibilité des personnes. Et donc, bien évidemment, par rapport à ça, il y a des actions qu'il nous faut mener, donc l'ensemble des partenaires, donc les entreprises, la région, et puis également les partenaires classiques sont Pôle emploi, Cap emploi. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne connaissent pas justement la loi, d'où peut-être justement cette semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, peut-être ? Alors, les entreprises connaissent la loi, puisque certaines, celles qui ne remplissent pas leur obligation, donc sont assujetties à la pénalité. En revanche, la question n'est pas... La question, c'est celle des entreprises qui sont capables de mettre en œuvre.
Et donc, les entreprises de 20 à 49 salariés sont celles-là où c'est beaucoup plus difficile pour elles parce qu'elles ne bénéficient pas de ressources humaines qui permet d'anticiper et de préparer l'insertion des personnes dites handicapées. Une dernière question, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi pour les travailleurs handicapés en Guadeloupe ? Alors certainement, compte tenu des difficultés de la situation aujourd'hui qu'on a recensée, il y a lieu de mettre en place des actions de formation. La loi du 5 mars 2014 met en place le compte personnel de formation qui s'adapte, qui s'applique à toute personne, y compris les personnes handicapées, avec une particularité pour celles-ci, c'est que les entreprises, quand elles abondent le nombre d'heures de ces salariés, c'est déductible de leur contribution à GFI, c'est-à-dire en fait cette obligation, et puis également la possibilité qu'ont les entreprises de se regrouper sur un même métier, tel que l'a fait par exemple le métier de la banque avec un dispositif qui s'appelle Handi Format Banque. Merci Jean-Luc Lubin d'avoir été ce midi sur notre plateau. Merci. Un tout autre sujet, puisque 6 jours après les attentats meurtriers de Paris, le parquet a annoncé aujourd'hui que le cerveau présumé Abdelhamid Abaoud avait été tué lors de l'opération hier à Saint-Denis. Hier, justement, les Guadeloupéens ont rendu hommage aux victimes de ces actes barbares. Une marche blanche silencieuse dans les rues pointoises a rassemblé près de 2000 Guadeloupéens. Une marche suivie par Patrick Curie. Une rose blanche à la main, des centaines de Guadeloupéens de toutes les communautés se sont réunis devant le pavé de la mairie de Pointe-à-Pitre pour cette marche dédiée aux victimes des attentats. De nombreuses personnalités et d'autant d'anonymes battant le pavé d'un seul pas jusqu'au mémorial. Tout de blanc vêtus et un seul message, la paix. Je suis venue pour marcher avec eux pour la paix, pour que ça s'arrête. Ça dit tout, en lumière. C'est la lumière puisqu'on est vraiment dans le noir. Après un tel massacre, on peut chercher, il nous faut absolument sortir de cette nuit de drame pour arriver à la lumière, pour que les choses cessent. Une participation au sentiment qu'il y a vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, de compassion par rapport à tous les événements et toutes les personnes qui sont décédées. C'est assez important pour moi parce qu'en fait je viens de Paris et du coup de pouvoir aussi montrer ma solidarité alors que je suis loin de chez moi, je trouve ça vraiment bien qu'on le fasse. En plus c'est beau, on est tous en blanc et je trouve ça vraiment bien. Allocution, dépôt de bougies et de fleurs, la cérémonie s'est conclue par 129 secondes de silence et l'hymne national chargé d'émotion et d'espoir. Et notez aujourd'hui que l'Assemblée nationale a accepté le prolongement de l'état d'urgence de 3 mois. État d'urgence qui est entré en vigueur aujourd'hui à minuit dans une partie des Outre-mer. La Guadeloupe est concernée. Hier soir, nous demandions justement au maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, si notre département était réellement concerné par la menace terroriste. On l'écoute. Il serait bien hasardeux de dire qu'il n'y aurait pas de menace dans les Outre-mer. On a vu que dans l'annonce d'extension des mesures prises par le président de la République, d'abord à la métropole et puis vers les Outre-mer, que cela a été justifié aujourd'hui pour des questions de cohérence, mais qu'au départ, la ministre des Outre-mer avait bien expliqué qu'il n'y avait pas une menace supplémentaire, en tout cas répertoriée, sur nos territoires. Pour autant, nous savons que personne nulle n'est à l'abri nulle part, d'une part. Et deuxièmement, je tiens à rappeler que des renseignements de l'État assez précis montrent que parmi les 1500 ou 2000 personnes fichées comme étant des jeunes Français ou Françaises partis en Syrie se former, ce que j'appelle le chemin de Damas, eh bien, parmi eux, il y a malheureusement des Antillais, il y a malheureusement des Guadeloupéens. En Guadeloupe, vous avez connaissance qu'il y a des habitants en Guadeloupe, dans la région pointoise, qui font l'objet de... Non, je ne peux pas le dire, je ne le sais pas, ou s'il y en a, je ne les connais pas. On sait qu'il y en a en France, on sait qu'il y a des Guadeloupéens qui sont revenus sur le territoire national. Est-ce qu'il y en a qui sont précisément en Guadeloupe? Je ne saurais le dire. Peut-être que les forces de sécurité de l'État le savent, pas moi.
La CAF et EDF réunis ce matin au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg pour une distribution d'un kit destiné aux personnes en situation de précarité énergétique. Le kit comprenait 4 lampes à basse consommation. Plusieurs familles étaient présentes. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Ils étaient venus nombreux ce matin au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg pour bénéficier gratuitement du kit Agir Plus d'EDF. Un kit mis en place par EDF et la CAF pour aider les personnes en précarité énergétique, comme Denise qui n'a pas souhaité apparaître à l'écran. J'ai reçu un courrier chez moi par la CAF qui m'invitait à venir assister à cette intervention aujourd'hui. Une bonne chose, oui, c'est une bonne chose qui puisse aider certaines personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers. Non, c'est pas, pour moi personnellement, c'est pas trop dur, j'arrive à gérer. Mais c'est vrai que des fois, je ne comprends pas mes factures. Parfois, ça reste raisonnable. Et puis comme là, ce mois-ci, j'ai eu droit à une facture de 150 €. Ce fameux kit est composé de 2 économiseurs d'eau mousseur, une douchette à eau, ainsi que 4 lampes basse consommation. Pour EDF, il s'agit de promouvoir l'accès à l'électricité à tous, mais aussi d'aiguiller les 43 000 Guadeloupéens qui bénéficient du tarif première nécessité. Donc oui, on l'a refait. Okay. Donc cette action que nous réalisons aujourd'hui en partenariat avec la CAF et la CACAS de Petit-Bourg s'inscrit sous l'égide de la solidarité. Alors évidemment c'est un mot qui revêt ces derniers jours une dimension évidemment toute particulière avec les événements tragiques survenus à Paris. La solidarité et la lutte contre la précarité énergétique est au cœur de notre politique au sein d'EDF Archipel Guadeloupe et c'est évidemment en lien avec la loi de transition énergétique. Ces opérations vont être multipliées par EDF et la CAF. Le prochain rendez-vous aura lieu le 4 décembre à Capesterre-Belle-Eau. Après l'électricité, l'eau comme tous les jours. Dans cette édition, nous faisons le point sur vos coupures d'eau du jour. Aujourd'hui, plusieurs secteurs de Sainte-Anne sont privés d'eau en raison d'une rupture de canalisation. Sont concernés Douville, Bois-Lomar, Richer, Bel-Étang, Bellecour ou encore Poirier. Retour à la normale en fin d'après-midi. Aux abîmes, des travaux sur le réseau sont effectués depuis 8 heures ce matin dans les secteurs de Doux, Pointe-d'Or ou encore dans la ZAC de Dotémar. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Et puis à Petit Canal, des manques d'eau se font sentir depuis 7 heures ce matin à Lens-Maurice, Duval, Gros-Cap, Lagarde et Sainte-Geneviève. Retour à la normale prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. Direction notre grande région de la Caraïbe, 200 millions de dollars ont été injectés dans le secteur de l'hôtellerie en Jamaïque. De son côté, la Chine s'est engagée à aider la Dominique après les intempéries. Voici notre tour d'horizon de l'actualité en Caraïbes. Jamaïque, 200 millions de dollars dans l'hôtellerie, 200 millions de dollars américains supplémentaires ont en effet été injectés dans le secteur du tourisme par des investisseurs internationaux pour la construction de 2 hôtels 5 étoiles qui généreront 10 000 emplois. Ces investissements sont portés par un groupe de co-entreprises espagnoles et canadiennes. Le travail de conception a commencé et la construction devrait débuter en 2016 avec les ouvertures prévues pour la fin 2018. S'exprimant hier lors d'une conférence de presse où l'annonce a été faite, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Wickham McNeill, a déclaré que ces investissements vont contribuer à la création de plus de 10 000 emplois indirects au cours des 2 prochaines années. Nous assistons à un boom sans précédent dans le secteur du tourisme, a-t-il déclaré. En octobre dernier, la chaîne d'hôtels internationale Hotel & Resorts Charisma a annoncé un investissement de plus de 900 millions de dollars pour la création de 4000 chambres d'hôtel au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement chinois s'est engagé à financer la reconstruction d'une route qui a subi des dommages importants lors du passage de la tempête tropicale Erika à la fin août et a aidé à la réinstallation des résidents qui ont été déplacés par la tempête. L'autoroute Édouard-Olivier Leblanc et le West Coast Road ont été considérablement endommagés lors de la tempête qui a fait des dizaines de morts et causé des millions de dollars de dégâts. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré que la reconstruction ne porterait pas seulement sur la réparation, mais comprendra également des actions visant à la réduction des risques potentiels. Faisant référence à son récent déplacement en Asie du Sud, à la recherche d'opportunités d'investissement, il a déclaré qu'il y a d'énormes possibilités pour la Dominique, qui dispose de grandes richesses à travers notamment ses ressources naturelles.
Guyana, le riz en croissance. Les exportations de riz du Guyana ont augmenté de 6% cette année par rapport à la même période en 2014. Mais une baisse significative du prix du marché mondial a entraîné une réduction des recettes d'exportation. À cela s'ajoute le fait que depuis 2014, le Venezuela a informé le gouvernement du Guyana qu'il n'importerait plus son riz. La perte de ce marché est consécutive au changement de gouvernement en mai dernier. Cependant, le Guyana a pu compenser la perte du marché vénézuélien par une augmentation des exportations vers les pays du CARICOM et l'Union européenne. Une stratégie commerciale agressive est menée conjointement par les acteurs privés et le ministère de l'Agriculture afin de trouver d'autres marchés, en particulier le Mexique, qui est un gros consommateur de riz. Allez, retour en Guadeloupe dans un peu plus d'un mois. Nous serons en plein dans les festivités de Noël et pour que vos paquets cadeaux soient parfaits le jour J, eh bien des bénévoles de la Croix-Rouge œuvrent depuis hier aux abords des magasins de jouets. Une initiative d'ailleurs saluée par des clients à Jarry. Le reportage de Karine Gielman. C'est vrai qu'on ne fait pas peut-être spontanément le don. Forcément, on n'a peut-être pas le temps, mais comme ça nous rend service aussi pour l'emballage des cadeaux, donc c'est une façon aussi de faire un don directement à la Croix-Rouge. Et ouais, aider les personnes en difficulté, c'est pas mal. C'est un plaisir, quoi. Vu que c'est pas tout le monde qui a la même possibilité que nous. Donc juste leur donner un coup de main, pourquoi pas. Ça y est, Noël est arrivé et c'est le premier achat. Chaque année, la Croix-Rouge est présente aux abords des magasins. Emballages et rubans n'ont plus de secret pour les bénévoles de l'association. Manon a rejoint la Croix-Rouge il y a un peu plus d'un an. Elle a décidé de travailler à temps partiel pour aider les autres. Nous savons que la vie est très difficile en ce moment et aider les autres, ça procure que nous sommes toujours présents et ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Donc c'est vrai que c'est une action très importante pour nous puisque les bénéfices, comme je vous dis, iront donc dans un premier temps pour l'arbre de Noël des enfants, défavorisés et bien sûr la population qui souffre à l'heure actuelle. Surtout nous connaissons les drames qui se passent dans certaines familles, le chômage, les enfants qui ne travaillent pas. Donc c'est toujours un don qui nous est très utile. D'année en année, la Croix-Rouge mobilise toujours autant. Les gens font toujours appel à nous puisque ils savent que lorsque nous récoltons les dons, c'est pour faire des actions sociales. Donc les entreprises nous sollicitent car ils savent très bien que nous sommes toujours près de la population. Les gens jouent beaucoup le jeu et on peut dire qu'ils restent encore généreux. L'an dernier, l'association a récolté 25 000 €, des dons destinés aux familles les plus démunies. On passe au sport avec la Mini Transat Île de Guadeloupe qui se poursuit. Ce matin, l'une des 3 femmes engagées dans cette course a franchi la ligne d'arrivée. Lydie Foreman, une Britannique de 25 ans, a rallié Lanzarote et Pointe-à-Pitre en 18 jours, 23 heures et 18 minutes. Elle est arrivée en 32e position dans la catégorie série. Et Lydie en a d'ailleurs profité pour prendre un bain de mer et déguster des fruits guadeloupéens. Notez qu'il reste encore 17 bateaux en mer. Parlons à présent de sport mécanique. Ce week-end aura lieu le rallye de Basse-Terre, dernière épreuve qui va sacrer dimanche le champion guadeloupéen 2015. Alors ça va se jouer entre Edmond Bicky et Stéphane Nègre. L'analyse d'Éric Pommier. Dimanche prochain, on connaîtra enfin le nouveau champion de la Guadeloupe automobile. Mathématiquement pour l'heure, 2 pilotes peuvent prétendre à ce sacre. Au classement provisoire après le rallye Caruquera disputé en octobre dernier, rallye remporté par l'équipage Bicky Saint-André, Edmond Bicky est assis dans un fauteuil de leader avec un capital de 396 points, soit 65 points d'avance sur son concurrent direct Stéphane Nègre. Le pilote Mitsubishi, en quête de titre également, va mettre à tout prix la pression à la Peugeot 306 Maxi. En clair, si Stéphane Nègre remporte le rallye, Edmond Bicky a obligation de rentrer dans le top 4 pour avoir mission définitivement accomplie. Pour départager ces 2 leaders, une affiche et non des moindres est au programme, le rallye Sud-Basse-Terre, l'épreuve de tous les rebondissements, un rallye de coefficient 3. Autrement dit, il faut surtout ramener l'auto au parc fermé final, s'offrir un bonus important de points.
Le choix stratégique de cours devra être appliqué à la lettre, alors qui d'Edmond Biki ou de Stéphane Nègre aura le mental des grands jours. Les pilotes auront à se concentrer sur pas moins de 16 épreuves chronométrées, dont certaines redoutables pour les hommes et les machines. Philippe Ninou, 3e au classement général provisoire, est le grand absent. L'occasion rêvée pour Nicolas Loubert du groupe N d'engranger de sérieux points pour la course au podium. Mais le mieux placé est Olivier Devin, 4e au général, avec 202 points. En résumé, les 22 engagés de l'édition 2015 ont du pain sur la planche, 102 km au total à parcourir. 102 km qui paraîtront certainement très longs à Edmond Biki et Stéphane Nègre. Samedi, dès la première spéciale, le ton sera à l'intimidation, seul juge, le chronomètre. Et pour déjouer les pronostics, 2 ténors de la Martinique seront présents ce week-end. Les 2 pilotes guadeloupéens devront donc rester concentrés sur leur objectif principal. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi. Un ciel qui va rester gris avec des risques d'averses sur l'ensemble de la Guadeloupe. Les températures afficheront entre 25 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. L'actualité locale et régionale revient tout à l'heure à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.